mois de paralysie sont discontinués du secteur de la santé au Bénin. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sûr sur votre émission débat 100% Bénin et bienvenue. Après l'échec de ce qui apparaissait comme l'ultime rencontre de sortie de crise pour parler, ministre d'État et collectif des syndicats de la santé, le chef d'État, Patrice Talon, a finalement décidé de prendre personnellement le taureau par les cornes. La rencontre dite de vérité annoncée a effectivement eu lieu samedi. Moment rêvé, dira le chef de l'État, pour lui de comprendre et d'apprécier le mouvement de débrayage enclenché. Aura été passé au peigne fin la plateforme revendicative en ces trois principaux points. Les réformes en cours, la question de la carrière des agents de santé, puis celle relative aux primes de motivation et de risque. Dans un franc-parler, de part et d'autre, les langues se sont déliées. Les divergences presque aplanies. La photo de famille ayant sanctionné la dite rencontre était pour beaucoup la preuve d'une certaine avancée à l'issue des échanges. 100% Bénin, le numéro du jour se veut juste un décryptage de la dite rencontre. Le bras de fer définitivement du passé. La rencontre aura-t-elle permis d'obtenir le plus important, la reprise de services au niveau des hôpitaux? Le plateau débat, nous l'offrons cette fois-ci non aux acteurs du secteur de la santé, mais à deux observateurs de l'actualité sociopolitique du pays. Qui sont-ils? On les découvrira dans un instant et ce sera juste après la revue de presse. L'essentiel de l'actualité vue par les journaux dans leur parution du jour. L'exercice se fera avec Kodovi Ametono, déjà prêt pour nous livrer la substance de sa moisson. Kodovi Ametono, bonjour. Bonjour Joël Etonji, bonjour à nos amis téléspectateurs. Ce matin, oui, la pleine forme. La pleine forme, comme d'habitude, heureux de l'apprendre. La une des journaux, j'imagine, ça a été autour de la fameuse rencontre chef d'État collectif des agents de santé. Oui, c'est bien cela, mais sans oublier la sortie, sinon la rentrée politique de Maître Lionel Gbagbo, pratiquement 2 ans après. Ça fait longtemps qu'on l'a entendu, de pas être dessus, bien de questions. Il a rompu le silence, c'était sur Soleil FM. Tout à fait. Maintenant, vous avez la parole. Merci donc à vous, Joël Etonji. On démarre par le quotidien Cocorico Info, le gratuit béninois qui met en grand titre secteur santé, dénouement de la crise et pourtant, ce n'était pas compliqué. Désormais, qui va réparer les préjudices, s'interroge le journal. Affaire CNSS, Métognon, le PCB dénonce l'arbitraire. Autant de difficultés que sur Soleil FM, Maître Lionel Gbagbo apprécie, estime que le rapprochement à Davos serait donc une solution à certains problèmes du pays. First Info, affaire Soneb. Voici ce qu'on cache au peuple. Il y a un certain nombre de faits ici, cités par le quotidien, que vous pouvez donc retrouver dans ces colonnes. La dépêche. Invité sur l'émission Sa langue de bois de Soleil FM ce dimanche, Maître Lionel Gbagbo dégaine. L'affaire des 18 kg de cocaïne est un coup monté et laisse un goût d'inachevé. Quotidien La Nouvelle Tribune, rencontre entre le chef de l'État et les syndicats de la santé vers un protocole d'accord pour la sortie de crise, la méthode de Talon en cause et puis invité donc de mettre nomination du moins du procureur Gilbert Togbonon. Maître Lionel Gbagbo doute du respect des tests. Et puis, déclaration de presse du Parti communiste du Bénin. Le PCB bat en brèche les griefs portés contre Laurent Métognon, le confrère de la matinée. Affaire des 18 kg de cocaïne pure, l'éclairage de Maître Lionel Gbagbo, le nouvel observateur, pilotage des fréquences de Radio Soleil FM, la hack entre incapacité et incompétence. Matin libre pour absence d'éléments sur sa situation financière. Les comptes de Bénin Tracteur non certifiés. Rencontre Talon, syndicat de la santé. Le gouvernement capitule. La grève bientôt suspendue. Et puis quotidien Notre Voix. Paiement des salaires sur des crédits. Où vont alors les recettes de l'État collectées depuis 19 mois, s'interroge le journal. Et puis, point média, gestion des résultats des audits, Assa et Ataïgadegbe désapprouvent le gouvernement sur le cas Métognon. Puis Lionel Gbagbo sur Soleil FM, 18 kg de cocaïne.
Il faut laver l'honneur d'un homme. Rencontre chef d'État, syndicats du secteur de la santé. Enfin, ce qu'il fallait faire depuis 2 mois, Joël Tonji. Merci, Kojovi. Mettons-nous de cette rencontre. On a beaucoup parlé à travers la une des journaux. C'est le sujet au menu, mais également de cette sortie rentrée politique de maître Lionel Gbagbo. Il pense que les 2 opérateurs économiques, amis hier, alliés politiques hier, doivent fumer le calumet de la paix. Seule issue pour permettre au Bénin de souffler. Oui, mais quand on se rappelle encore, du moins ceux qui ont suivi ces images où le président de la République actuel, alors candidat aux élections présidentielles, et sont désormais amis politiques ou adversaires politiques, on ne sait plus vraiment comment le qualifier aujourd'hui, Sébastien Javon, ces 2 hommes, entre-temps, à bord d'un seul véhicule, en train de chanter les merveilles d'un Bénin de demain, d'un Bénin véritablement révélé, coupé donc du reste de ce qui était la gestion du pays sous le régime de faim. Si on se rappelle l'espoir que cela a suscité, ce serait vraiment l'idéal, ce qu'aurait souhaité maître Lionel Gbagbo aujourd'hui, puisque Sébastien Adjavon, pourvoyeur d'emploi aux côtés de Patrice Talon, président de la République, ce serait vraiment une solution à plusieurs problèmes que traverse aujourd'hui le pays. Merci à vous. Oui, tout est toujours possible pourvu qu'on y croit et que la volonté y soit. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour cette rubrique. Ce sera demain. Du secteur de la santé au Bénin. Après l'échec de ce qui apparaissait comme l'ultime rencontre de sortie de crise, pour parler, ministre d'État et collectif des syndicats de la santé, le chef d'État Patrice Talon a finalement décidé de prendre personnellement le taureau par les cornes. La rencontre dite de vérité annoncée a effectivement eu lieu samedi. Moment rêvé, dira le chef de l'État, pour lui de comprendre et d'apprécier le moment de débrayage déclenché. Aura été passé au pain fin la plateforme revendicative en ces 3 principaux points. Les réformes en cours, la question de la carrière des agents de santé, puis celle relative aux primes de motivation et de risque. Dans un franc-parler de part et d'autre, les langues se sont déliées. Les divergences presque à planir. La photo de famille ayant sanctionné la rencontre était pour beaucoup la preuve d'une certaine avancée à l'issue des échanges. 100% Bénin, le numéro du jour se veut juste un décryptage de la dite rencontre. Le bras de fer définitivement du passé, la reprise de services au niveau des hôpitaux, plus qu'une question d'heure désormais. Le plateau débat, nous l'offrons cette fois-ci, non aux acteurs de la santé, mais à 2 observateurs de l'actualité sociopolitique du pays. À ma gauche, il est Kofidia, juriste, il est analyste politique. Il est Kofidia, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Oui, merci de partager. En face de vous, ce matin, celui que vous connaissez sans doute aussi, un observateur très averti de l'actualité sociopolitique au Bénin, Laurent Delors Faton. Il est doctorant en communication, très frileux sur les questions de communication. Laurent Delors Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Tonji. Bonjour et merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Vous l'avez suivi 2 mois durant, les acteurs de santé réunis au sein de leur collectif ont donné de la voix, mais aussi observé des mouvements de grève de 48 heures. Ils sont passés à 112 heures avec un service minimum au début. Ce fut par la suite sans service minimum et ils sont prêts, disent-ils, il y a peu à passer à la vitesse supérieure. Maintenant, le chef de l'État a décidé de le rencontrer pour ensuite essayer de démêler les chevaux. Je me retourne d'abord vers Ilé Kofidia. Cette rencontre du chef de l'État, comment l'avez-vous suivi? D'abord, l'initiative en elle-même. L'initiative est malvenue et c'est injuste de la part d'un chef d'État, chef du gouvernement, chef des armées, et de laisser la situation pourrie pendant 2 mois. C'est injuste et ça me fait penser à Voltaire, qui estime que c'est un fléau. Il n'y a pas de fléau plus terrible que l'injustice qui a les armes à la main. Et cela d'autant plus que lorsque l'on a choisi
de représenter le peuple, on devrait avoir priorité de le protéger. Nous ne sommes pas en train de parler de la maison justice, mais nous parlons de santé. Rien n'est au-dessus de la santé. Et la santé n'a pas de prix. Et choisir, comme ils l'ont fait, de brunir et de mourir le peuple, une partie du peuple, c'est scandaleux. Tout à l'heure, nous irons plus loin. On va apprécier, mais je suis tenté, avant de donner la parole à Delors Faton, de vous demander où se trouve bien l'injustice quand on sait qu'à l'ouverture, au démarrage et dans l'évolution de cette crise, le chef de l'État a joué son va-tout. En tout cas, l'exécutif, si vous voulez bien, il y a eu des rencontres, mais qui malheureusement n'ont pas abouti. Ce que l'on a tenté de faire pendant 3 heures d'horloge, en laissant pourrir la situation pendant 2 mois, ne pouvait pas le faire plus tôt. Donc, en résumé, vous voulez dire qu'on aurait pu avoir cette rencontre un peu plus tôt? Un peu plus tôt. On appréciera, Delors Faton, l'initiative. Comment l'avez-vous appréciée? Je ne dirais pas la même chose, certainement, parce que, qu'on le veuille ou pas, le chef d'État n'est pas le premier acteur de la crise. Il n'est pas normalement celui qui devrait la dénouer. Alors, il devrait être le dernier recours. Si on a fini par faire recours au chef de l'État, ça veut dire que les acteurs concernés par la crise ont failli. En l'occurrence, le ministre de la Santé publique. C'est lui qui a failli. Et s'il a failli, je ne vois pas d'autre alternative pour le chef de l'État que de sortir. Et si nous avons bien observé les négociations, à un moment donné, il a délégué un pouvoir au ministre d'État, Ablé Biotchane, d'aller à la rencontre des syndicalistes et discuter avec eux. Je suis sûr que le ministre d'État, Ablé Biotchane, n'est pas allé de sa propre volonté rencontrer les syndicalistes. Il est allé parce que le chef d'État l'aurait envoyé. Alors ça veut dire qu'il y a eu quand même des négociations de manière graduelle. Et si, après ces négociations, on n'est pas parvenu à dégeler la situation, ça veut dire que les acteurs, les ministres successifs qui ont rencontré les syndicalistes ont échoué. Et s'ils ont échoué, je pense que le chef d'État devrait normalement intervenir. Peut-être qu'il a intervenu un peu plus tard, mais je pense que cette rencontre était la bienvenue. Elle est la bienvenue d'autant plus que le secteur de la santé, qu'on ne se leurre pas. Au moins 20 ans déjà, qu'on parle des mêmes problèmes. C'est un secteur dans lequel il y a toujours de la grève. Et des grèves qui ne s'arrêtent jamais. Au moment du régime de faim, on a suivi. Ils étaient tout le temps en grève. Et il y a eu une tension forte entre les syndicalistes et le pouvoir. Et moi, je me demande, est-ce qu'on pourra un jour finir avec la crise dans le secteur de la santé? Est-ce qu'on pourra un jour finir avec la crise au niveau du secteur de la santé? C'est la grosse interrogation qui va certainement boucler cette émission. Mais pour l'instant, on est juste à l'entame. Oui, Hilaire Kofidja, il y a une grosse interrogation que beaucoup se sont posées. Comment comprendre qu'avec cette crise et aussi cette autorité, pleine autorité donnée aux différents ministres sectoriels, ensuite aux ministres d'État, on n'a pas pu arriver à désamorcer la crise et que le chef de l'État s'est vu dans l'obligation finalement de prendre le devant des choses? Non, on veut faire passer la santé comme étant un objet de légende. Simplement parce que, avant de nommer un ministre, il est supposé disposer d'un étoffe approprié pour conduire le ministère. Et le chef de l'État, par cette sortie, je ne voulais pas aller sur ce terrain, mais il m'y oblige. Le chef de l'État, par cette sortie, vient de nous donner la preuve de l'incompétence de son ministre de la Santé publique. Et en réalité, il incarne, lui, un désert de compétences, un désert d'incompétence. C'est le ministre de la Santé publique. Non, sinon, comme il a dit, il était bien... Le ministre de la Santé n'a pas été nommé d'abord pour régler des crises, mais pour aider au bon fonctionnement. Les crises font partie inhérente du job du ministre de la Santé publique. Donc il devrait être suffisamment armé pour. Ils devraient être suffisamment armés pour. Et ils se sont suffisamment préparés pour gérer ces crises dans la mesure où il faut prévenir que d'avoir à guérir. Lorsque vous venez guérir les choses et avec un tout petit peu de satisfaction aux yeux du peuple, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il faudrait qu'on balaye d'un revers de main cette manière de gérer les choses. Pourquoi laisser les situations, les grèves, c'est-à-dire laisser les syndicalistes manifester leur mécontentement à travers une litanie de revendications et
faire la sourde oreille, revenir après, et en 3 heures de l'eau, je venir régler les choses. Alors qu'on aurait pu, dès le départ, solutionner cela. Il n'y a pas de satisfaction à accorder à ce dénouement ou à ce qui se passe. Moi, je vais vous dire ceci. Lorsque je suis nommé ministre de la Santé publique et que je prends le poste, on me passe service, le jour de la passation des services-là, les doléances des syndicalistes étaient déjà dans mon agenda. Je devrais normalement anticiper et les rencontrer et voir dans quelle mesure nous pourrions accorder nos violons. Et commencer par proposer des solutions pour que la grève n'en arrive pas là où c'est arrivé aujourd'hui. Donc, j'opterai pour une méthode anticipative et non pour une méthode... Le ministre aurait péché à ce niveau. Il a fondamentalement péché. De leur fantôme. Par contre, quand on suit bien le ministre, il a été clair, le gouvernement a fait preuve de bonne foi dans la résolution de cette crise, a concédé ce qui peut encore l'être. Le ministre dira un peu plus loin, au lendemain de la rencontre infructueuse avec le ministre d'État, je cite, « L'État ne saurait continuer de payer des agents qui refusent délibérément d'accomplir le devoir. » Coup de théâtre, le chef d'État décide, malgré cela, de rencontrer les concernés. Vous savez, je n'ai pas compris ce qui s'est passé au niveau de nos 2 ministres, en l'occurrence le ministre de la Santé et celui d'État. Sinon, qu'on veuille ou pas, la grève est un droit constitutionnellement reconnu aux agents, aux fonctionnaires de l'État. Ils doivent faire la grève. Non, ils peuvent faire la grève du moins, parce que c'est un droit qu'ils ont. Et si les motifs sont réunis et suffisants, ils peuvent déclencher une motion de grève. Et personne ne peut le leur interdire. C'est un droit qu'ils ont. Alors, si le ministre en arrive à dire qu'on ne peut pas payer des gens qui refusent de travailler, je ne comprends pas ce pourquoi il pourrait le dire. Parce que les syndicalistes ont évoqué des raisons et ils ont enclenché un mouvement de grève et les négociations ont commencé. Si la négociation que vous n'avez pas abouti, vous ne pouvez pas venir après accuser les gens. Et ce qui m'a surpris, c'est l'étoffe du ministre d'État Abiola et Biotchani. Je pouvais comprendre le ministre de la Santé parce qu'il est à ses premières expériences. Mais le ministre d'État, Abel Biotchani, est quelqu'un qui a une grande carrure. Il a été ministre des fois. Et je ne peux pas comprendre qu'il fasse une conférence de presse qui enflamme la situation, qui dit exactement le contraire de ce qu'il pouvait dire. Et je me suis dit, est-ce que nous ne sommes pas dans un système encore plus dangereux que ce qu'on avait vécu par le passé? Et pourquoi? Parce que si le ministre d'État s'est empressé de publier, de faire une conférence de presse où il dit que la motion de grève est levée, ça veut dire qu'il y a derrière une intention de faire plaisir au chef de l'État. Parce qu'il n'a pas communiqué en réalité pour les syndicalistes. Il a communiqué pour le peuple. Et encore pour le peuple, il veut montrer au chef de l'État qu'il a réussi sa mission. Alors que la mission n'était pas réussie. S'il n'a pas réussi et qu'il se précipite, excusez-moi, mais peut-être le mot fort, pour dire à l'opinion internationale et nationale que la motion de grève est levée, ça veut dire que je ne le vois pas dans un état de sérénité. C'est comme s'il n'est pas... Il est trop pressé du moins pour montrer au chef de l'État qu'il a réussi la mission qu'il lui a confiée. Ce qui, à mon avis, m'inquiète, ça veut dire que les ministres en général ne sont plus trop libres dans leur mouvement. Et ils ont tous tendance à faire plaisir au chef de l'État, ce qui ne serait pas bien pour le pays. Parce que si un homme de cette trempe se permet de faire ce qu'il a déclaré, comme conférence de presse, alors je me dis, qu'est-ce que les autres feront? Et vous avez suivi, quelques jours plus tard, le ministre de la Santé est venu et il a enflammé la situation. Ça veut dire qu'au sein du gouvernement, il y a comme une pression forte qui vient du chef de l'État, qui fait que tout le monde veut s'assurer d'avoir bien accompli sa mission pour ne pas tomber sous le coup de la colère du chef de l'État. Et si vous voyez à la rencontre, on a vu les images, vous allez voir que les syndicalistes étaient plus sereins. Ils étaient avec le chef de l'État. Vous avez vu les syndicalistes qui étaient en face du chef de l'État, on les voyait plus sereins, plus décontractés. Mais vous allez voir que les ministres étaient beaucoup plus crispés. Ils n'étaient pas dans leur aise comme ça devait l'être. Et moi, je me dis, il semble, à mon humble avis, qu'il y a un système de peur ou bien une idolâtrie autour du chef de l'État qui fait qu'on ne lui dit pas la vérité. Parce que la vérité aurait été que le ministre d'État aille lui dire que les syndicalistes, on a négocié, mais on n'a pas encore obtenu les résultats qu'il faut. Et qu'il faudra qu'on pose une négociation avant de lui donner le résultat final. Mais certainement qu'ils soient lui dire qu'ils ont fini la rencontre et
en tant que chef de l'État, il devrait demander à ce qu'on ait fait une conférence de presse pour annoncer au peuple que la crise est désamorcée. Ce qui n'était pas le cas. Alors, dans ce cas, je me dis, soit le ministre de la Santé, lui, on peut comprendre qu'il a carrément capoté, parce que si la crise l'a dépassé, pour aller au ministre de l'État, ça veut dire qu'il n'a pas joué son rôle. Mais que le ministre d'État, Abel Biotchane, ne joue pas aussi le même rôle. Moi, je me retrouve carrément dans les années 2006 et 2016, où ce n'était que le président Yahi Boni qui était la dernière solution. Toutes les négociations qui devraient se faire avec les syndicats au Bénin avaient toujours leur solution au palais. À quoi servent alors les ministres? À quoi servent les cadres au niveau des ministères pour que le dernier ressource soit chef d'État? Et ce n'est pas la première fois. Les ministres et à quoi servent les cadres autour du chef si finalement le chef doit apparaître comme le dernier recours? Lorsque les Béninois se posent cette question aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite en besoin? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça fait quand même 2 ans. Et ça fait aussi un début d'espérance du genre, que ce soit pour le Premier ministre, il a dit, le ministre de la Santé est pratiquement à son baptême de feu, dans le cas d'espèce. Abel Biotchane, cette rencontre, elle était quand même un peu trop corsée, non, pour l'homme, qui d'habitude se trouve sur des fronts un peu différents de ce qu'on lui confie finalement. Est-ce que ça ne peut pas se comprendre ce qui leur est arrivé? Non, un ministre, c'est un commis. C'est un commis de la République à qui l'on a remis un portefeuille qu'il est chargé d'exécuter. C'est tout. Et le ministre n'a pas un mandat, il est élu. Donc la peur de perdre ce portefeuille. Il est nommé, vous l'avez dit, oui. Il est nommé, j'allais dire. Donc la peur de perdre ce portefeuille fait que le ministre ne partage pas toutes les informations avec le président de la République. Même si lui-même, en tant que premier responsable du pays, est censé s'informer. Parce que c'est une hypocrisie politique que de venir nous dire que je ne suis pas au courant. C'est extrêmement grave. Bon, ce ne sont pas exactement ces mots. Non, que la rencontre lui permettra de mieux comprendre et d'apprécier le mobile profond qui motive ce mouvement de débrayage. Non, ce n'est pas la rencontre qui doit lui permettre de comprendre. Il devrait chercher à comprendre avant même de venir à la rencontre. Mais lorsque il est confident, vous êtes responsable aussi, vous estimez que tout est fait. Ce n'est pas parce que j'ai délégué. Vous estimez que tout est fait pour que quelque part le travail que vous confiez se fasse bien. Et pourtant, ça piétine, vous êtes en droit de dire, ben, il faut décidément que j'écoute ceux-là à cause duquel ça piétine pour savoir ce qui fait qu'il se comporte de la sorte. Là, le chef d'État n'a pas encore mal agi. Vous ne voyez pas à travers les contradictions des deux ministres. Ils n'ont pas les coudées franches pour pouvoir exécuter leur rôle de façon efficace et efficiente. Le chef en est pour quelque chose? Le chef en est forcément pour quelque chose. Et je vous dis, les ministres du gouvernement Talon ont peur du président Athanase Guillaume Talon. Et les faits me donnent raison tous les jours. S'ils avaient la liberté d'agir, ils auraient pu réussir à solutionner le différend ou la préoccupation des syndicalistes. Et lorsque aujourd'hui on tente de jouer le même rôle qu'avait joué Yahi, en se faisant passer pour celui qui a désamorcé, qui a réussi le dernier recours, c'est moi, et finalement ils n'ont pas pu le faire, j'ai réussi à le faire. Ça là aussi c'est du leurre, parce que lorsqu'on constate que c'est la dernière porte, les syndicalistes ne peuvent mettre que de l'eau dans leur vin. Surtout qu'on leur a promis 1 tiers et 2 semaines après 2 tiers. Et cette situation m'amène à dire que nos politiques ne mesurent pas encore la tâche à eux assignée par le pouvoir. Parce que nous ne sommes pas en train de parler de notre ministère. Nous parlons d'une santé. Regardez la maison santé, CNHU. La maison a déjà 60 ans, si mes souvenirs sont bons. Regardez l'état du CNHU. Pourquoi nos chefs d'État ne vont pas se soigner quand ils sont malades au CNHU? Pour mieux, comme il vient de le dire, pour mieux comprendre les problèmes du CNHU. C'est-à-dire, la démarche... Pour mieux comprendre, il a fallu qu'ils visitent souvent ou bien qu'ils aillent se faire soigner là-bas. Non, pas qu'il visite. Il va aller se faire soigner au CNHU. Comme toi et moi, il va aller se faire soigner au CNHU. Pas se greffer sur nos deniers publics pour aller se faire soigner à l'extérieur. S'il y avait une loi qui les obligeait à se soigner
dans le centre hospitalier du pays, ils allaient penser autrement. Les agents de la santé, ils allaient penser autrement. Les moyens dont la maison santé a besoin, ils allaient penser améliorer ou abolir les conditions de vie ou de travail de ces agents-là. En tout cas, Ila Kofi Dia, vous l'avez suivi, la rencontre s'est achevée dans une ambiance bon enfant entre le chef de l'État et le collectif des syndicats de la santé. Mais le protocole d'accord adressé aux concernés plus d'une fois n'a pu être signé. Ils ont promis revenir là-dessus en son temps. Pourquoi ce refus? Si séance tenante, on a pu se comprendre. Et la volonté doit l'emporter sur les mots. Nous ne sommes pas dans les conventions. La volonté doit l'emporter sur les mots. Pourquoi un protocole d'accord si vous êtes volontaire et que vous êtes décidé à satisfaire la revendication des syndicalistes? Pourquoi le faire signer un protocole? Non, on a affaire à un homme, à une stratège froide. Pour reprendre le travail, qu'on s'est compris, il faut quand même on se fait confiance. Un papier pour certifier la bonne foi des deux parties. Non, ici l'aphorisme Werba Hollande, script à manette là, n'a pas sa raison d'être. C'est-à-dire que les paroles s'envolent, les écrits restent là. Ça n'a pas sa raison d'être. Ce protocole-là ne veut rien dire. Au contraire, ce protocole-là cache beaucoup de choses. Ce protocole-là cache des mesures de pression. C'est pour dire aux syndicalistes après que vous avez pourtant adhéré et maintenant, et doigter les syndicalistes comme étant les véritables responsables. Parce que le seul responsable de cette crise-là, contrairement à ce que tentent de dire tes confrères, journalistes et autres là, c'est l'État. Ça, c'est votre point de vue. Oui, de leur façon. Le protocole d'accord n'a pu être signé, séance tenante, et ils ont promis prendre langue et revenir pour apprécier le collectif des syndicats de la santé. C'est là où je dis, une fois encore, j'ai apprécié le comportement des syndicalistes. Ils étaient assurés. C'était des gens décontractés qui n'avaient pas peur du chef de l'État. Contrairement aux ministres qui ont des comportements de gens très, très apeurés. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce gouvernement? Mon vis-à-vis disait tout à l'heure qu'on sent que les ministres ont peur, mais je me dis, c'est pas quelle image le chef d'État s'est donné de lui-même, mais les ministres le transforment pratiquement en un dieu et ne sont pas capables de lui dire la vérité. Et si ça... Pourquoi transformer un monsieur apparemment jovial, détendu? Non, c'est juste la peur de perdre son poste. Si c'est la peur de perdre son poste, je ne comprends pas que les Béninois, certains Béninois soient aussi attachés à des postes éphémères. Parce que la perversion dans la politique là, est devenue un gagne-pain. Qu'on le veuille ou pas, le poste ministériel est un poste nominatif. Vous allez quitter un jour, de votre gré ou de la volonté de l'autre. Alors si vous devrez, à cause de la perte de ce poste, détruire pratiquement votre image, je ne comprends pas. Et c'est pour ça que les syndicalistes, vous l'avez vu, normalement, étant enfant du chef de l'État, ils devraient signer le protocole sans même réagir s'ils étaient des gens soumis. Mais ils ont dit non. Nous devons retourner à notre base. Et si nous retournons par les bases, vous allez voir, la réaction serait autre. Parce qu'ils seront vilipendés par les bases, qui dira plus tard qu'ils ont été corrompus et qu'ils ne les ont pas consultés. Alors ils sont restés tous dans leur démarche. Une démarche normale dans un mouvement syndical. On ne prend pas de décision sans la base. On retourne voir la base pour lui faire le point. Et la base fait remonter maintenant sa préoccupation. Et ce n'est qu'à la suite de cette rencontre qu'on vient prendre une décision unanime. Alors, je partage entièrement leur avis, mais ce que je souhaite est qu'ils ne fragilisent pas eux aussi le pouvoir d'État. Parce qu'on le veuille ou pas, le chef de l'État est le dernier recours au Bénin. S'ils ont discuté avec lui, et ce que nous avons vu comme une ambiance détendue, je pense qu'ils devraient savoir raison garder, négocier avec les bases, mais c'est une démarche qui peut paraître superflue, aller vers les bases, négocier, afin que nous ayons, les jours à venir, leur accord qui lève cette motion de grève qui n'a fait que trop de victimes pour que le Bénin puisse se voir un peu plus apaisé sur le plan de la santé. Oui, dès mardi, Ila Kofi Dia, le collectif va démarrer une tournée pour pouvoir rencontrer la base, recueillir son point de vue par rapport à ce qui a été retenu avec le chef. À quoi pourra-t-on assister dans les tout prochains jours? Mais avant de répondre à la question, laissez-moi le temps de répondre ici. Vous savez que les syndicalistes sont avant tout des hommes, des pères de famille. Et ils ont des besoins élémentaires. Et les syndicalistes ne sont pas en train de travailler pour qu'au crépuscule de leur vie, ils puissent finir avec les mains vides et les yeux humides. Et lorsque
on tente d'accuser ou d'inviter les syndicalistes, comme le fait mon vis-à-vis, à mettre de l'eau dans leur vin. Je dis non. Parce que ne pas manger à sa faim, c'est être malade. Et donc, si la loi dit que j'ai droit à des primes, qu'on me donne mes primes. Si la loi dit améliorer mes conditions de travail, on doit améliorer mes conditions de travail. Et l'autorité de s'y est pas opposée. Pourquoi? Et pourquoi observer ce silence diabolique-là pendant 2 mois? 2 mois, les femmes qui étaient sur le point d'accoucher et qui ont perdu leur enfant, on n'entendra pas parler, simplement parce que nous sommes dans un état où les indigents n'ont pas voix à la parole. Ceux qui sont malades et qui avaient l'espoir de retrouver la santé et qui ont vu leur santé s'aggraver et qui n'ont pas prévu ça, comment on veut les solutionner? Et ceux qui devraient aller à l'hôpital se soigner et parce qu'il y a grève, n'y sont plus allés et qui sont passés de vie à trépas. Mais qu'on ne peut pas compter et exposer à la face du monde parce que nous n'avons pas les moyens pour y parvenir. Qui va répondre de ça? Vous semblez banaliser la chose. Pourquoi attendre que les travailleurs aillent d'abord en grève avant de vouloir solutionner? J'ai une interrogation qui demeure, mais à la vérité, on ne devrait pas. Le chef de l'État a l'occasion à déplorer tout ceci. Il est question d'aller de l'avant. Aujourd'hui, les deux parties se sont rencontrés, ont presque accordé le violon. Dans les tout prochains jours, le collectif... Vous dites presque. Oui. Parce que le collectif, vous avez constaté, il y a une marge de manœuvre. Le collectif s'est engagé à écouter sa base. Alors, écouter la base et revenir vers l'exécutif. À quoi pourrait-on assister et quel pourrait être le souhait pour la suite? Vous avez vu le sérieux des syndicalistes? Ils vont d'abord écouter leur base. Ça voudra dire que le mouvement a été pensé et a été savamment structuré. C'est du sérieux. Ce ne sont pas des gens qui sont prêts de tourner leur veste à tout moment. Ils vont recueillir l'avis de leur base. À quoi pourrait-on s'attendre? On pourrait s'attendre à une reprise temporaire du travail, comme à un blocage systématique ou à une reprise temporaire conditionnée à l'obtention des 1 quart ou bien des 1 tiers qu'on leur a promis. Parce que eux aussi, au-delà de tout, ils sont des humains. Donc, ils vont essayer de céder un peu. Donc, la reprise du service au niveau des hôpitaux, c'est bien à espérer. C'est bien à espérer à partir de demain, si tout va bien. Puisqu'aujourd'hui, ils vont voir leur base et tenter de les convaincre. C'est à partir du mardi. C'est à partir du mardi. Ils pourront aller voir. Oui, demain mardi. Oui, c'est ça. Donc, je crois qu'ils vont voir leur base, leur faire toucher du doigt à tout ce qu'ils ont échangé, parce qu'il y a ce que l'on dit à la face du monde et ce que l'on dit dans les coulisses de la vérité, et voir si les promesses faites par le chef de l'État sont des promesses à prendre au premier plan ou si c'est des promesses à balayer d'un revers de main. Sur la plateforme revendicative, disais-je, 3 principaux points. Les primes de motivation et de risque. Le collectif, la Matelé, reste certes une préoccupation, mais la dernière des préoccupations. Préoccupation majeure pour le collectif, il s'agit de cette doléance relative à la carrière des agents de santé, donc d'ordre administratif. Ensuite, la préoccupation qui reste des plus déterminantes, voilà, il s'agit des réformes au niveau du secteur de la santé. Tout ceci, le chef de l'État dit comprendre, mais ne comprend pas qu'on puisse faire obstruction à des réformes qui vont permettre à terme de donner des soins de qualité au personnel et mieux de permettre d'avoir un plateau technique digne du nom de l'Orphaton. Sur ces points, est-ce qu'il ne faut pas saluer quand même cet esprit d'ouverture du chef qui comprend la pertinence aussi du combat des agents de santé tout en leur rappelant ce qui est de leur engagement par rapport aux usagers pour qui ils sont là? Cette situation fait penser de manière générale aux réformes initiées par le chef de l'État depuis son avènement au pouvoir. Parce que vous avez suivi, et nous en avons débattu ici, des réformes politiques et administratives. Et la révision de la Constitution a échoué parce qu'il n'y avait pas eu un large consensus autour de ces réformes. Et ce qui avait été décrié dans le temps, c'était parce qu'on faisait les réformes en catimini. Et qu'il y avait comme un couvent dans lequel certains se regroupaient pour sortir un produit
qu'on va essayer de faire valoir au peuple béninois. Et dans le domaine de la santé, pareille situation se présente. Et les acteurs disent qu'ils ne sont pas associés aux réformes et qu'ils veulent apporter leur contribution. Alors je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau même des réformes initiées par le pouvoir en place? S'il n'y a pas un problème éventuellement, alors est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication? Parce que ce problème de communication, on en a parlé largement aussi. Le gouvernement au départ, ne communiquait pas et faisait de la fuite médiatique sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il y a eu une autre ouverture au niveau de la communication, mais maintenant c'était de l'hypercommunication, où on se préoccupe non pas de parler de l'essentiel, mais de parler de ce qui est accessoire. On communique abondamment sur des sujets accessoires et on laisse les sujets essentiels sur lesquels il faut communiquer. Parce que la communication, si elle manque, tout se bloque. Et si vous suivez bien, vous avez vu que les gens de la santé, ils ont parlé de la communication. On n'a pas communiqué assez sur les réformes à mettre en place. Et communiquer, ce n'est pas passer par les médias seulement, ce n'est pas aller sur Facebook et consorts, non. C'est aussi rencontrer les acteurs, discuter avec eux, avoir leur point de vue et s'entendre pour tirer des points d'accord. Mais si aujourd'hui, toutes les réformes sont remises en cause, ça veut dire que le problème se pose au niveau de la communication. Mais quant aux autres problèmes, quant aux autres revendications qui sont liées à l'argent, qui sont liées à la carrière, je pense que par le passé, il y a un secteur, l'enseignement supérieur. Vous avez vu, depuis que le régime du président Boni Yayi a revalorisé la fonction enseignante au niveau du supérieur, les grèves au niveau supérieur se sont arrêtées. Parce qu'on a fait ce qu'on peut faire pour eux. Ce serait aussi important qu'on fasse la même chose pour les secteurs dans lesquels les gens se sentent frustrés. Et si on ne le fait pas, je ne conçois pas quand même que le Béninois puisse travailler toute sa vie et faire la retraite dans la misère. Et c'est ce à quoi les retraites, disons, le personnel de l'État, les agents de l'État sont pratiquement confrontés. Ils finissent leur carrière à la retraite, ils n'ont pratiquement rien. C'est difficile pour eux-mêmes de se supporter et de supporter les charges qui sont encore sous leurs bras. Alors, il serait quand même opportun qu'on en finisse une fois pour de bon avec la question de la carrière. Parce que cette question de la carrière, même si elle doit avoir des exigences financières, comme le chef d'État le disait, on peut l'échelonner en fonction des ressources disponibles dans le pays. Les syndicalistes sont des Béninois et ils comprennent bien la situation, je dirais, économique du pays. Mais qu'on finisse une fois pour de bon avec cette situation et que leur carrière soit une carrière mieux organisée, mieux structurée, pour qu'ils puissent être sûrs qu'à leur retraite, ils peuvent vivre au moins bien. Profiter de la crise pour régler une fois pour toutes le problème de carrière des agents de santé, mais tout en faisant de grandes ouvertures pour associer le grand nombre aux réformes en cours. Pensez-vous que ceci pourrait être la formule magique pour finir définitivement avec cette crise qui, certainement, n'est pas encore à son terme au niveau du secteur de la santé? Ça pourrait l'être si les réformes portaient sur les priorités ou sur les besoins brûlants et préoccupants des syndicalistes. Parce que comme il a si bien dit, tout porte à croire que les réformes ont un pan accessoire, ce qui est extrêmement dangereux, puisque accessorium sequitur principale. C'est-à-dire que l'accessoire sur le principal. Si on fonde toutes les réformes sur l'accessoire et qui puisait ne pas associer les barons du secteur de la santé, comme on le dit si bien en disant qu'ils n'ont pas la possibilité de bloquer, c'est-à-dire le bon déroulement des réformes, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'ils sont plus à même de dire ce qui semble être prioritaire et ce dont la maison a plus besoin. Ils sont plus appropriés pour le dire, pour l'exprimer, que ceux qui sont venus au pouvoir et parmi lesquels on n'a pas des agrégés en médecine ou des docteurs en médecine ou des hommes de terrain. Et sur ce point, le chef d'État justement a fait une ouverture qui pour d'aucuns était très heureuse. Laquelle? La chose est attendue des syndicalistes au départ et qui n'ont pas pu obtenir. Le chef de l'État a promis. Certes, les travaux sont en cours, parlant des réformes, mais il y a un comité qui est mis en place et le comité aura à recueillir les avis, les observations, les suggestions de cela et ils seront associés aux travaux techniques qui vont démarrer le 16 prochain. Pourquoi toujours
avoir attendu, récolté le fâché des syndicalistes avant de toujours réagir. C'est du déjà vu. Et ça, c'est des signaux de sous-développement ambiant. C'est des signaux d'une volonté de conduire le pays. C'est des signaux rouges qui attestent de ce que l'on ne sera jamais porté en triomphe. Parce que c'est exactement copie-collé, pour ne pas dire pire que ce que nous avons dénoncé, combattu. Et on est déçus. Il faut qu'on cesse. C'est le même train-train, c'est les mêmes situations, c'est les mêmes comédies. C'est finalement le roi qui vient désamorcer une crise et on pense que l'on doit l'applaudir des deux mains. Des trois mains, si on avait une troisième. Non, ce n'est pas bien. C'est une comédie liée à nos dirigeants africains qui sont très peu ambitieux. Est-ce que vous n'exagérez pas quand vous dites que les chefs d'État africains sont de plus en plus... Vous voyez là une exagération. Les chefs d'État africains... Alors que, non, vous voyez là une exagération. Vous en trouvez de très peu ambitieux? Mon fils est malade. Non, mon fils est malade. Mon fils est malade. Et je laisse pourrir sa maladie pendant 2 mois. Au motif que je ne suis pas payé. Il y a des agents, des syndicalistes qui ne sont pas payés. Hein. Je ne suis pas payé. C'est très grave. Mais non seulement on a affamé le peuple, mais on est en train de tuer le peuple. Excusez du peuple. N'exagérez pas. Le chef de l'État l'a rappelé. Les 2 mois, d'inertie. C'est difficile aujourd'hui. Les 2 mois d'inertie. Mais il est question... Est-ce que vous et moi, aujourd'hui, non. Il est confident. Le chef de l'État l'a dit, vous l'avez écouté. Il l'a répété. Il est question d'abord de faire une fondation digne du nom et ensuite... Le peuple va en récolter le fruit. Alors là, 2 ans, c'est dans quelques mois. Alors là, et si vous prenez votre mal en patience, jusqu'à la 5e année, on continuera de c'est ce que vous pensez? Oui, vous êtes sérieux en le disant? Très sérieux. Mais je ne suis pas assez savant pour raisonner du travail. Hein. Je suis très sérieux quand je le dis. En tout cas, pour l'heure, et c'est ce qu'il y a lieu de souhaiter, ça semble progressivement du passé, ce vent qui a soufflé sur le secteur de la santé et qui aurait fait assez de dégâts. Faute de statistiques, on spécule sur des chiffres que je ne vais pas ici présenter, mais une question, une autre tout de même, de leur faton qui paiera finalement l'addition. Le pauvre béninois. La population béninoise qui est incapable de voyager pour aller se soigner. Les pauvres dames qui n'ont nulle part à aller que d'aller dans le centre de santé public pour se faire soigner. C'est eux qui perdront. Parce que les autres, nos dirigeants, comme je le disais tout à l'heure, mon vis-à-vis, ils ont la facilité de voyager pour aller se faire soigner à l'extérieur. Ça veut dire que qu'il y ait grève ou pas grève, eux n'ont aucun problème, leurs familles n'ont aucun problème. Alors c'est la population qui va toujours payer le prix comme elle a toujours payé. Et c'est là où je me pose la question de savoir, est-ce que réellement nos dirigeants vivent dans les mêmes conditions que le peuple béninois? Parce que il y a des comportements qui étonnent. Vous les invitez à vivre dans les mêmes conditions? Ce n'est pas vivre les mêmes conditions, c'est que vivre la réalité du peuple pour comprendre réellement ce qui se passe quand il y a de ces grèves. Et si ils ont mis en place encore un comité, nous savons que les comités, souvent, quand on le met en place, c'est pour tourner en rond. Je n'aurais pas voulu, le plus souvent. Ce qui s'est passé, non. Vous croyez que ça risque d'arriver? J'ai été clair, je veux qu'après cette rencontre, la crise soit décantée parce que si jamais elle s'endurcissait, ça veut dire que l'autorité de l'État est fragilisée. Et aucun Béninois ne voudrait qu'on fragilise l'autorité de notre État. Parce que si le chef d'État, qui est le dernier recours, n'arrive pas à désamorcer la crise, je ne sais pas celui qui peut la désamorcer. Mais ce qui est sûr, de par le passé, nous savons que quand on met en place les comités ou bien les commissions, c'est pour tourner en rond. Et ce que nous avons suivi lors de la réforme politique et institutionnelle, où le comité, la commission qui a travaillé, après, est sorti, des membres de la commission sont sortis pour dire ce n'est pas ce que nous avons proposé qui a été envoyé à l'Assemblée. Alors si jamais il arrivait que ce comité travaille et qu'au sortir des réformes, ce n'est pas exactement ce qu'ils ont souhaité qui sort, je crains que la crise renaisse. Et si elle renaissait éventuellement, je ne pense pas qu'elle pourrait s'arrêter de sitôt. Il y a un risque à ce qu'on en arrive là? Non, il faudrait... Vivre les mêmes erreurs? Il faudrait que le peuple béninois
et face signer l'arrêt Blanco, qui a donné désormais la possibilité de poursuivre l'État. Je veux dire que le peuple, donc les victimes, les parties lésées de cette grève-là, devraient se constituer et trouver un ténor du barreau pour porter plainte contre l'État. Lorsque l'État va payer pour le dommage que son silence a causé aux citoyens lambda, si à l'avenir, quand les syndicalistes vont vouloir gréver, il va mesurer sa manière de gérer les choses. Pourquoi si l'État et non les deux parties? Je vous ai dit, l'arrêt Blanco, qui doit protéger le peuple? C'est les syndicalistes ou l'État? C'est l'État qui doit protéger le peuple. L'État a le devoir, l'obligation morale, juridique de protéger le peuple. Le seul responsable ici, c'est l'État. Parce que nul n'est méchant volontairement. Vous persistez. Je persiste et je signe. Alors, et je dis, si le peuple ne le savait pas, on peut porter plainte contre l'État à travers l'arrêt Blanco. Et que ça commence. C'est parce qu'on ne le fait pas que l'État nous prend pour des godillots. Et à chaque fois, les mêmes trains, les mêmes portes de sortie. De leur fait, on craint que la mise en place de la commission, au lieu d'aider à aller de l'avant, pourrait sonner encore le glas d'un dénouement que tout le monde attend et espère. Oui, ce qu'il dit n'est pas tout à fait faux dans la mesure où c'est la qualité des hommes présents dans la commission qui pourra nous donner espoir que ça pourrait prospérer. Et lorsque déjà... La qualité et non l'exploitation du contenu du travail que les membres auront... Oui, parce qu'il faut des personnes qualifiées, ou c'est des personnes dont le profil atteste de ce que le contenu, comme tu le dis, va être bien étudié, va être bien élaboré. Mais lorsque vous écartez, déjà, comme on le voit, les hommes de la maison, il vous sera difficile de pouvoir satisfaire à leurs doléances. Et c'est ce qui se fait malheureusement. Et ce n'est rien d'autre, hein. C'est la politisation à outrance dans les choix et tout ce qui suit comme cortège. Et ça m'étonne que vous ne mettez pas l'accent sur le non-paiement de salaire de certains agents. Oui, ça fait partie du volet de carrière. La santé publique. Ces trois volets, on a parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'on est en train de fabriquer des syndicalistes qui ne peuvent être que corrompus. Parce que les causes de la corruption, c'est la faiblesse des salaires. La faiblesse des salaires. Quand le salaire est faible là, même s'il va à l'église 10 fois dans la journée, il sera corrompu. Oui, de l'autre façon, et la mauvaise gouvernance et l'avidité. La situation de ce corps, exactement comme le personnel, les agents au niveau du secteur de l'enseignement secondaire. Moi, je n'ai jamais su, dans mon pays, il y a encore des agents permanents de l'État, secteur santé, qui ne sont pas payés. Le chef de l'État a promis que tout ceci sera... Non, ça ne doit pas être une promesse. Arrêtez avec ces gens de discours qui laissent croire que vous n'êtes pas en train de compatir à la place de vaillants travailleurs. Et les confidences, de vaillants travailleurs. Ça veut dire que c'est le chef de l'État qui, indirectement, amène les syndicalistes à tuer les patients. Parce que un docteur ou un gynécologue affamé ne peut pas passer... Pour votre position, ne peut pas le passer... chef d'État n'est pas l'agentier national non plus, non plus le ministre de la Santé. Non, le chef d'État, il était riche avant de venir au pouvoir. Et là, il est trop riche parce qu'il a pris la peine très tôt de supprimer toutes les primes à tous les autres secteurs, dans tous les autres secteurs, et d'inviter les citoyens à ne se limiter qu'à leur salaire et à vivre de façon décente. Ici, à défaut de supprimer les primes, il faut les payer. Une question avant de mettre un terme à cette émission. Cette crise a posé le problème de la suppression ou non de la grève au niveau du secteur de la santé. C'est déjà arrivé au niveau d'autres corps de métier comme la douane, pour ne pas les citer. Très rapidement, dites-moi, quel reste, votre souhait par rapport à cette option dont disposent aujourd'hui encore les agents de santé? Faut-il continuer à les laisser aller en grève? Je ne saurais me prononcer réellement parce que c'est une situation complexe. Normalement, on ne peut pas refuser à une corporation d'agents d'aller en grève. Parce qu'on reconnaît, on a interdit aux militaires et aussi aux paramilitaires, je pense. Mais ceux-là, ils sont ni militaires ni paramilitaires. Ça veut dire que normalement,
on devrait leur permettre de faire la grève. La vie. La vie. Des populations. Il détermine la vie des populations. Et c'est là où je me demande, est-ce que la vie n'est pas plus précieuse que tout? Et si elle est précieuse, est-ce qu'on peut permettre à ce que les gens qui ont en charge de sauvegarder des vies humaines puissent aller en grève? Et là, je dis, je ne peux pas répondre de manière efficace. Peut-être que c'est les juristes, nous en parlerons mieux. Et j'ai en face de moi quelqu'un qui doit... Le droit de grève est reconnu de façon universelle. Sur la question, c'est quoi votre opinion? On ne peut le supprimer. Et la Kofidia, en même temps, votre mot de la fin, c'est... Oui, on ne peut supprimer le droit de grève. Il faut au contraire, puisque vous ciblez un secteur pensant que comme il s'agit de vies humaines, il faut supprimer. Il faut au contraire améliorer les conditions de vie des agents de ce secteur. C'est ça qui est important. Le mot de la fin, c'est que l'on cesse de nous faire croire qu'on est en train de diriger ce pays. Et que l'on cesse de nous croire que nous sommes dans un Bénin révélé. Les faits et les actes au quotidien nous permettent d'affirmer sans coup férir que nous sommes dans un Bénin déréglé. Et je les invite à changer le fusil d'épaule parce que ce n'est pas bien. Merci. La Kofidia, oui, votre mot de la fin de leur faton. Je voudrais que le chef de l'État libère beaucoup plus ses ministres afin qu'ils puissent avoir les coups franches pour mieux négocier et jouer leur rôle de ministre dans la République. Merci à vous de leur faton. Merci, la Kofidia. Mesdames, Messieurs, merci. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission 100% Bénin. Ce sera sur cette citation du philosophe français Gustave Thibon. Souffre, lutte et travaille au-dessus du désir qui t'est propre. Tout vient à point à qui n'attend plus. Merci, mesdames, messieurs. Prenez soin de vous. Chaque jour, comme dirait l'autre, reste une vie et vivez à fond dans la convivialité, quoi qu'il arrive. À très vite.